Chers web téléspectatrices et téléspectateurs de Diaf TV, bonjour et surtout bienvenue à cette première édition du grand rendez-vous avec Alex Gustave Azebazé. Un face-à-face au cours duquel Alex Gustave Azebazé donne la parole aux hommes politiques camerounais, aux opérateurs économiques et aux acteurs de la société civile. Une émission où ils sont appelés à s'exprimer sur les questions d'actualité au Cameroun et même de l'actualité internationale. Comme premier invité de cette première émission, un homme. C'est le créateur du MOREP, entendu, Mouvement Républicain. Il est aussi membre du MRC depuis ses premières heures. Il a d'ailleurs été le conseiller du président actuel du MRC avant de démissionner de cette fonction. Il se fait généralement distinguer par ses sorties publiques qui sont de nature à tenser le président de son parti. Fabien Assigana, puisqu'il s'agit de lui, est bien l'invité cet après-midi d'Alex Gustave Azebazé dans le grand rendez-vous d'Alex Gustave Azebazé. La régie m'informe qu'ils sont déjà de l'autre côté du plateau. Je vais donc de ce pas les y retrouver. À tout à l'heure. Monsieur Assigana, merci d'accepter d'être l'un des premiers invités du grand rendez-vous politique avec Alex Gustave Azebazé, qui est diffusé toutes les semaines sur Diaf TV. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait d'être sollicité en ce moment-ci pour échanger sur l'actualité politique, économique et sociale camerounaise? Merci d'ailleurs de m'avoir fait l'invitation, ça me fait plaisir. Ça me fait penser que le travail politique que je fais, ça porte, même comme je ne suis pas très ancien en politique. Et si vous vous êtes déplacé pour venir ici aujourd'hui, c'est que ça porte et que on me prend un peu au sérieux et ça me fait très plaisir. Monsieur Assigana, c'est vrai de faire son autopromotion en pensant que quand on vient vous voir, c'est parce que vous faites un travail qui porte. Mais d'un point de vue politique, est-ce que vous pouvez faire une estimation de votre représentativité ou de votre parti ou de la vôtre à titre personnel? Vous savez, votre question me ramène aux anciennes méthodes de faire la politique, où il fallait avoir un parti et puis faire de grands meetings. Je ne pense pas que la politique se fait aujourd'hui comme ça. Vous avez vu Patrice Talon, il n'a pas été dans les grands meetings, mais il a fait du porte-à-porte. Et c'est le travail en dessous, sans passer par les médias, qui est le plus important. Donc, il y en a qui disent, bon, moi, en ce qui me concerne particulièrement, je ne suis plus président de parti. J'étais président du mouvement républicain, le MOREP. Et quand j'ai rejoint l'aventure d'un autre mouvement que nous avons créé, qui s'appelle le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, je suis d'abord devenu conseiller spécial du président national. Bon, quelque part, je n'ai pas été très à l'aise avec ce rôle-là et j'ai démissionné. On va certainement y revenir. Donc je veux tout simplement dire que je parle en tant qu'homme politique, homme sociopolitique. Je vous en prie. Mais souffrez que je rappelle que le principe dans l'engagement politique, surtout quand on s'est encarté. C'est à un moment donné de parler, surtout quand on s'adresse à un grand public, avec un titre. Un titre ne signifie pas une fonction. Mais si on vous demandait de faire une estimation de votre représentativité, vous avez dit tout à l'heure, vous faites de porte à porte, chacun peut le dire. Vous avez participé il y a 3 ans, en 2013, aux élections, au double scrutin municipal et législatif. Est-ce que je peux savoir qu'est-ce que vous en avez tiré? Vous n'avez pas gagné. Je ne veux pas dire que vous avez échoué, mais vous n'avez pas gagné. Je veux déjà vous dire que je n'ai pas échoué. Et je n'étais même pas candidat. Disons que ma candidature n'a pas été acceptée. Voilà. Elle n'a pas été acceptée parce qu'on a prétendu que je n'avais pas de femme titulaire dans ma liste. Or, l'article 51 alinéa 3 dit que quand vous organisez votre liste, il faut tenir compte du genre, période. Mais étant donné que le président national du parti au pouvoir avait fait une circulaire qui demandait qu'il y ait des femmes titulaires dans les listes, l'ECAM et la Cour constitutionnelle ont considéré ça comme une nouvelle loi. Je note que aujourd'hui, vous ne pouvez pas assumer objectivement, moi aussi, l'absence de représentation institutionnelle qui peut vous être opposée en raison précisément du système
électorale qui, visiblement, n'est pas aussi... qui ne contribue pas à une participation équitable au processus électoral. Alors, depuis la fin de ce scrutin-là, quel est le type d'action que vous avez entreprise pour que soit corrigé ce hiatus qui, aujourd'hui, on peut considérer que vous n'êtes pas élu, vous n'êtes pas conseiller municipal, vous n'êtes pas député, vous êtes un homme politique, un acteur sociopolitique, comme vous l'avez dit vous-même. Est-ce que ça va continuer comme cela? Non, pas du tout. Pas du tout. Si ça continue comme ça, c'est que j'ai abandonné la politique. Absolument pas. Ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois qu'il y a ce genre d'événements, on apprend. Et j'étais candidat en 2011. Mon parti avait à peine un an, même pas un an. J'étais candidat en 2011 et ça a été rejeté à la présidentielle. Votre candidature avait été rejetée. Voilà, et ça a été rejeté pour la simple raison que mon dossier était incomplet. Et le dossier était incomplet, pourquoi? Parce que vous savez, quand on lance, vous avez 5 jours. Et dans le cas d'espèce, le président Biya a lancé les élections un mardi qui était le jour du Ramadan, un jour férié. Donc nous avions mercredi, jeudi et vendredi pour compléter les dossiers. Et vous savez que même pour avoir le non-imposition et tout ce que vous voulez, c'est... Quand vous venez, on sait que c'est pour la présidentielle, tous sont du RDPC, ils ne veulent pas vous délivrer les documents. Et dans mon cas d'espèce, là on a dit c'est que j'avais fait légaliser un document à la police au lieu de le légaliser à la gendarmerie. Non, pas à la gendarmerie, chez le sous-préfet ou ceci, cela. Bon, ok. Donc on apprend avec des erreurs. Je reconnais que c'est des erreurs parce qu'ils profitent pour nous faire de l'embuscade pour qu'on fasse des erreurs. Et cette fois-ci, je vais mettre une équipe qui va organiser avant ma candidature, si jamais je suis candidat. On y reviendra, mais je retiens que vous n'excluez pas l'hypothèse d'être à nouveau candidat à l'élection présidentielle. Pas du tout. Quelles sont selon vous les principales motivations d'un citoyen, un acteur sociopolitique comme vous définissez, pour postuler à la fonction suprême au sein d'un État, la présidence de la République? Je ne me suis pas engagé en politique pour être, entre guillemets, président de la République. Je me suis engagé en politique parce que je suis ici depuis 1996. J'ai fait de 1996 à 2010, je ne me suis jamais engagé dans la politique ni dans aucun parti politique. Mais sur la base de mon expérience, les quelques années que j'ai passées ici dès mon retour, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup à faire. Et au lieu de rester à me plaindre, il faut que je devienne un acteur. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, quand vous êtes un acteur, vous avez le choix soit de rentrer dans un parti politique, et j'ai constaté que la plupart des partis politiques ici ont des messies et des dieux. Le RDPC a les dieux, le SDF et tous les autres, je ne vais pas les citer, et j'ai préféré donc créer mon propre parti, où je sais où je veux et le message que je veux porter. À un moment donné, j'ai constaté que je n'avais pas suffisamment de force à moi seul, avec un parti. Je me suis dit, on peut se regrouper, et sur la base du regroupement, on a donc créé un mouvement que vous connaissez aujourd'hui. Donc, je veux dire que vous avez d'abord un objectif. Pourquoi vous entrez en politique? Parce que vous avez constaté qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et maintenant, quand vous constatez qu'il y a des choses qui ne vont pas, vous décidez de rentrer. Et quand vous rentrez, vous pensez à un projet, que comment je peux changer ça? Ce projet-là, je l'ai commencé et j'ai essayé de le continuer dans mon... Je souhaite qu'on parle précisément du projet. Qu'est-ce que je dois dire, le projet du candidat à Sigana ou du projet du courant politique auquel appartient Sigana? À quel courant politique appartient? Je vous ai dit tout à l'heure, là, je parle ici, là, je suis devant vous en tant qu'acteur sociopolitique. Bien entendu. Donc tout ce que j'ai dit là... Nous peut le dire. Moi d'ailleurs, je suis acteur sociopolitique. Voilà, mais moi là, officiellement, je suis en tant qu'acteur sociopolitique. Ça veut dire que je ne suis pas en train de parler au nom d'un quelconque parti. Ce qui signifie donc que si j'ai des ambitions, il faut quand même que je prépare un projet. Et quel projet je l'ai? Le projet, il est porté par un homme, mais un homme, dans la configuration institutionnelle actuelle, doit être investi soit par un parti politique, soit s'il se présente de manière indépendante. Oui. Il doit avoir une sorte de caution d'un ensemble de... Il faut être investi, il faut 30 signatures d'élus ou des chefs de premier degré. De notabilité de la République. Oui, oui. Vous êtes pas en position, vous ne parlez pas au nom d'un parti politique, vous-même vous le dites, et j'en prends acte.
s'il en venait à ce que l'ambition que vous avez déjà exprimée, parce que l'homme politique, c'est un continuum lié à son histoire, à ses expériences. Vous avez déjà été candidat, vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez appris, notamment, au moins d'un point de vue administratif, comment un dossier peut être mieux structuré. Je préjuge que, à moins qu'il n'y ait un accident, vous êtes plus outillé aujourd'hui pour être mieux candidat demain que vous ne l'étiez en 2011. Alors, si vous êtes candidat, qu'est-ce qui motiverait votre réengagement comme candidat à une élection? Je ne dis pas que vous êtes candidat, mais je pose la question. Vous savez, je suis dans un mouvement politique, dans un parti politique. J'appartiens à un parti politique. Le MRC. Le MRC. Oui. Ce qui signifie qu'au sein du MRC, nous avons des textes. Et dans le cas d'espèce, l'article 24 dit que le président national est le candidat naturel. C'est un article que moi je conteste. Qui est pourtant dans les statuts. Qui est pourtant dans les statuts. Que vous avez adhéré. Parce que cet article-là, c'est un alinéa même d'ailleurs, n'existait pas à la Convention. Il a été mis après. Je le dis devant le micro. Je le dis devant le micro. Et je me suis dit, pourquoi quelqu'un aurait-il peur des primaires? Parce que moi je suis pour les primaires. Monsieur Asigana, vous insinuez qu'il y a eu une fraude. Je n'insinue rien. Non, non, non. Laissez-moi poser les questions, c'est moi qui les pose. Oui. Vous dites donc qu'il y a eu fraude sur les textes du parti dont vous êtes membre. Dites-moi, en dehors des déclarations dans la presse, parce que l'action politique, c'est aussi une action de, comment je vais dire, de remodélage des comportements. Est-ce que vous avez entrepris une action auprès des institutions, notamment celles qui sanctionnent les fraudes sur les textes, notamment soit devant un juge. Vous savez, quand vous faites une convention, j'ai travaillé dans la rédaction des textes. Et j'ai les originaux de ces textes-là. Je présume. Je veux donc vous... Non, ce n'est pas tout le monde qui a travaillé dans la rédaction. D'ailleurs, c'est bon, je suis parfaitement bilingue. Parce que j'ai fait 15 ans aux États-Unis d'Amérique et 4 ans en Angleterre. Donc, je suis parfaitement bilingue. C'est moi qui ai traduit tous les textes du MRC en anglais. Ce qui signifie que je les maîtrise par cœur. Et quand après une convention et que vous prenez des documents, vous allez déposer au MINAT. Mais entre la convention et le dépôt au MINAT, les choses peuvent se passer. Mais au MINAT, on va dire que les textes que vous avez déposés, c'est ceux que vous contestez, mais c'est ça que vous avez déposé. Donc moi, je ne suis pas dans des actions politiques. En tant que militant d'un parti politique, vous ne me verrez jamais au tribunal contre un camarade. Ou même contre le parti. Je ne le ferai pas. Tout ce que je fais, je me bats au sein du parti pour dire que ça n'a pas été fait. Et si vous allez, j'ai un blog à Sigana, 2018 overblog.com. Quand vous allez dans ce blog, je publie énormément. Si le parti contestait ce que j'ai dit, mais ça veut dire que soit eux-mêmes ils allaient m'accuser déjà de... Précisément, oui. Précisément, M. Asigana, l'observateur de la vie politique nationale que je suis, mais l'analyste politique que j'ai toujours été en tant que journaliste politique, a remarqué depuis bientôt 2 ans oui. que l'essentiel de votre activité politique est comme destiné à... Je ne parle pas de désacraliser votre propre formation. Toutes vos critiques publiques, ou l'essentiel de vos critiques publiques, sont destinées à votre parti. Est-ce qu'une équipe qui va en guerre, entre guillemets, la compétition politique s'organise comme la guerre, la discipline, ça demande une certaine discipline. Est-ce que vous pensez que vous roulez pour la victoire de votre camp politique? Votre camp politique en tant que parti, mais votre camp politique en tant qu'opposition? Je vais d'abord vous dire que je n'ai pas de problème pour désacraliser
Parce que désacraliser, ça veut dire que revenir... Je ne peux pas parler de désacralisation. Vous avez utilisé le terme désacraliser tout à l'heure. Je dis même du parti, je veux désacraliser le parti. Le parti doit être un parti du peuple. C'est le MSC là que nous avons créé. Ce n'était pas un MSC qui se trouve là-bas, qui pense déjà qu'il va gagner les élections présidentielles et tout ce que vous voulez. Le MSC doit revenir sur terre et c'est le combat. Et ensuite, la deuxième chose, vous avez dit que la majeure partie de mes sorties sont un petit peu contre... Ils ont tourné autour du parti. Mais c'est normal. D'abord même, ce n'est pas la majeure partie. Parce que moi, je publie ce que je pense de l'économie. Et quelles sont mes propositions. Celles qui sont les plus vues, par les comment je vais dire, les observateurs, les analystes. Et je crois que c'est normal, hein, c'est celles qui critiquent votre propre organisation. Non, ce qui se passe, c'est que nous avons eu la chance de créer un grand parti national. Ce qui fait que quand il y a quelque chose qui se passe et qui tend peut-être à désacraliser, comme vous avez dit, c'est ça qui attire l'attention. Mais quand je parle du projet politique, du programme économique, les gens ne suivent pas. De votre programme économique, du programme économique du MSC. Le MSC n'a pas de programme économique. Le MSC a ce qu'on appelle un projet politique. Parce qu'il y a ces deux choses différentes. Un programme, ce n'est pas un projet. Un projet, c'est une idée, un rêve. Il y aura la démocratie, il y aura ceci, on va faire qu'il y a la justice. Le MFC... Mais par contre, un programme signifie de manière concrète, si je suis... De manière timée et échelonnée. Voici comment je vais faire pour l'économie, la santé, qu'est-ce que je veux faire. Moi, je dis par exemple, il faut l'assurance maladie universelle. Et j'explique comment je la ferai, je vais la payer comment. C'est ça qu'on appelle un programme. Mais par contre, un projet, c'est une idéologie, comme le livre de... Est-ce qu'un parti politique qui a, comme le vôtre, 4 ans d'âge, je crois, 3 ans et demi, 2012, 4 ans d'âge, peut prioriser son programme plutôt que son implantation sur l'ensemble du territoire? Vous savez ce que... Je veux dire, un parti qui a l'ambition de représenter l'alternative dans un pays comme celui-ci qui vit une situation de monolithisme, qui a vécu une situation de monolithisme jusqu'à 1990, qui vit une situation de monolithisme politique de fait depuis 1990. Après les élections législatives et municipales, j'ai proposé au parti qu'on fasse une convention extraordinaire. Parce qu'après un an, à mon avis, et à l'avis de beaucoup de camarades, le parti que nous avons créé a l'air de... En anglais, on appelle ça yo. Vous voyez un avion là, vous voyez le truc qui est en haut là, la queue là. C'est lui qui fait que je ne vois pas, quand l'avion avance, je suis pas spécialiste des avions. Quand l'avion avance, quand l'avion est en train d'avancer comme ça là, et vous pouvez aller comme ça, mais la queue avec du vent, la queue peut aller, elle peut glisser d'un côté, et malgré que vous tenez le cap, ne tombez pas. Non, malgré que vous tenez le cap, vous êtes en train d'aller ailleurs. Ça veut dire que à la dérive, vous voulez dire. Comme vous allez à la dérive. À la dérive, vous voulez dire. Voilà, exactement. Je vous prépare les mots, mais merci, c'est ce que vous voulez dire. Votre parti est en train d'aller à la dérive. Quand je constate donc qu'on est en train d'aller à la dérive, moi je dis qu'il est temps, on ne doit pas attendre les élections avant de nous retrouver. Il faut absolument qu'on s'asseye pour voir, analyser que nous avons eu la chance qu'après un an, on a participé à des élections. Et il y a eu des réussites, peut-être 1, 2, 3 réussites, mais beaucoup d'échecs. Mais on a voulu donner l'impression dans le parti que nous avons réussi. Et j'ai dit qu'il faut s'asseoir, et il y a beaucoup de choses, le respect des textes, il faut les respecter les textes, il faut qu'on fasse une vraie implantation. Et il faut qu'on ait un message, un projet et un programme. Donc il faut se rasseoir pour mettre tout ça, pour que maintenant on se dirige vers 2018. À qui incombe l'implantation d'un parti politique? Au président national ou à l'ensemble des membres du territoire? Ça incombe aux organes de base. Ça veut dire que moi je suis de la laitière, je suis étonné. Je n'irai pas dans mon village pour aller créer des unités. C'est le communal qui se trouve là-bas. C'est lui qui fait tout ce que moi je fais en tant que membre du directoire, aller l'épauler. Mais ce n'est pas à moi d'aller créer les unités à gauche, à droite. Donc, nous avons eu des structures. Et quand j'ai constaté que ces structures-là, parfois, on déstabilisait les structures parce que au sein du parti, si vous êtes
c'est vous qui avez commencé à implanter le parti. On vient, on vous déloge par un décret et on met quelqu'un d'autre qui ne maîtrise rien parce qu'il a peut-être des accointances avec les membres du directoire et on n'arrive plus à faire l'implantation. Donc moi, je ne me reste pas rien que pour l'implantation. Un parti qui a tant d'intellectuels ne peut pas se focaliser rien qu'à implanter le parti. Il doit avoir un parti, il doit avoir une stratégie, il doit avoir une stratégie même électorale. Il doit préparer que, comme on a des problèmes avec le code électoral, comment, si ça ne change pas avec le même code électoral, comment nous pouvons faire pour gagner? On doit réfléchir dans tout ça. Donc c'est un tout. Je ne suis pas... je n'ai pas pour rôle d'expliquer ce que les autres font. À leur moment viendra, ils expliqueront. Je suis en face de vous, donc c'est vous qui êtes ma cible aujourd'hui. En tant qu'invité, pas cible, en tant qu'adversaire, vous n'êtes pas mon adversaire. Mais vous venez de dire une chose qui me... Non, ça ne m'effraie pas. Vous dites que lorsque sont remplacés des cadres ou des responsables de partis, la seule raison que vous y trouvez, peut-être parce que ça n'a pas votre assentiment, c'est un processus de déstabilisation. Vous ne pensez pas à aucun moment qu'on peut remplacer des cadres, des responsables d'un parti politique, nonobstant la forme, hein, en raison de leur inefficacité? Nous avons des statuts, nous avons des textes. Et dans les textes, ce n'est pas un coup de... Quand oui, c'est pas un arrêté, c'est pas un décret. Dans un parti, on vous convoque, il y a le conseil des sages. Et on vous dit quel est votre problème. Le conseil des sages. Le conseil de discipline, parce qu'il y a aussi le conseil des sages. Oui, voilà. Il y a un conseil de discipline. Et même s'il vous sanctionne là-bas, vous pouvez aller au conseil des sages pour qu'on revoie votre cas. Et quand il y a eu donc une décision finale, on donne donc instruction à la direction du parti de prendre des sanctions qu'on lui a indiquées. Ce n'est pas la direction qui prend à vos lots des sanctions, encore même qu'il faut justifier. On va certainement revenir sur la vie interne de votre parti, oui. Mais je ne souhaite pas que notre, en tout cas, je ne souhaite pas que notre entretien se limite essentiellement à cela. Moi non plus. Revenons à votre... Je préfère parler de votre vision politique, oui. Pour ne pas parler de programme ou de projet, parce que l'acception que j'ai d'un programme, oui. C'est... Il se déroule dans un échéancier d'exécution. Oui. Un programme ne peut pas s'appliquer, ce qui est différent du projet. Oui. Votre vision politique, elle est assise sur quelle valeur? Êtes-vous un militant de gauche, de droite, ou êtes-vous simplement quelqu'un qui estime que ça ne marche pas au Cameroun depuis que je suis revenu au Cameroun en 1996? Ce que j'observe m'amène à dire il faut que ça change, changer à tout prix. Il y a les deux. Il y a que moi j'ai une vision républicaine. Ça veut dire que nous sommes dans un pays de droit et tout le monde est égal devant la loi. Et je suis pour un système démocratique. Ça veut dire que nous n'avons plus, il ne faudrait plus jamais, si nous sommes au pouvoir ou si je suis au pouvoir, qu'un seul homme tienne le destin de tout un peuple entre ses mains. Ça ne doit plus se faire. Donc, c'est ça que j'appelle une vision républicaine. Et démocratique. Et démocratique. Je suis pour que les gens soient comptables de leurs actes. Je suis pour la transparence. Mais ça, le parti au pouvoir dit la même chose que vous. Quand vous lisez théoriquement les documents sources du parti, en tout cas du parti au pouvoir, je ne vais pas citer son nom parce que c'est vous qui êtes à l'honneur en tant qu'invité du grand rendez-vous d'Alex Gustave Azebazé. Ils disent, ils mettent en place une démocratie ouverte. D'ailleurs, ils s'en réclament, puisqu'ils disent qu'ils sont arrivés au pouvoir quand on était sous le monarchisme. Aujourd'hui, on est sous le multipartisme. Ils s'en entendaient. Alors, vous, qu'est-ce que vous feriez de spécifiquement différent de ce que le parti au pouvoir ou le groupe au pouvoir fait aujourd'hui avec la même administration dans sa structure que nous avons? Je vous prends quelques exemples.
pour faire fonctionner un pays, il faut respecter les engagements et ce qui a été voté, que vous-même vous avez présenté aux élus du peuple. Le parti au pouvoir a lui-même présenté aux élus du peuple. Aux électeurs. Non, aux élus du peuple. Donc présenter qu'il faut que dorénavant, celui qui va occuper un poste doit dire ce qu'il a. Oui, article 66. Aujourd'hui, eux-mêmes ne le respectent pas. Aujourd'hui, au Cameroun, tous les organes, parce que quand vous dites que vous voulez combattre la corruption, mais tous les organes, que ce soit l'ANIF, que ce soit la CONAC, que ce soit le Consupé, quand ils finissent un dossier, ils envoient ça à la présidence. Je rappelle aux téléspectateurs de Jeff TV, la CONAC, c'est la Commission nationale anticorruption. Oui. L'ANIF, c'est l'Agence nationale d'investigation financière. Le Consupé, c'est le contrôle supérieur de l'État, qui est l'instance administrative, en tout cas gouvernementale, chargée du contrôle de l'exécution des budgets publics. Oui. Oui. Il y a, d'un point de vue juridictionnel, la Chambre des comptes de la Cour suprême. Oui. Vous l'avez pas cité. Voilà, non, c'est ça que, comme vous m'avez interrompu. Je vous en prie. Voilà, vous m'avez interrompu. Bon, comme vous l'avez déjà cité, la Chambre des comptes, mais je vais aussi vous dire que, normalement, dans un pays de droit, ça ne doit pas être des décrets présidentiels pour commencer. Ça veut dire que ça devait passer à l'Assemblée, on vote un budget et ils ont un rôle très spécifique. Donc, en revenant sur ce que je disais, c'est que ces agences-là, quand ils finissent le travail, on envoie à la présidence. De la bouche de l'ancien ministre. C'est ce qui est écrit dans les textes. C'est un décret, ce n'est pas une loi. C'est un décret. Ça veut dire qu'il a voulu écrire ce qu'il a voulu écrire. C'est un décret. L'une des choses qui parce que nous parlons d'institutions. Oui, non, c'est pour ça que ce point me semble extrêmement important. Oui. L'une des choses qui m'étonne sur l'action stratégique de l'opposition camerounaise, oui, c'est il ne semble pas faire assez cas, pour parler de l'opposition, elle ne semble pas faire mettre assez d'énergie pour décortiquer et présenter les manipulations institutionnelles qu'il y a dans ce pays, en dehors, bien entendu, des institutions électorales. Alors, voyez-vous, quand la Constitution de la République du Cameroun, je vais dire la révision de 1996, elle institue en son article 66 la déclaration des biens des gestionnaires de crédit comme étant préalable à l'entrée en fonction. Quand 20 ans après, elle n'est pas mise en œuvre du fait théorique de l'absence du décret d'application de la loi portant, en tout cas du projet de loi qui a été adopté d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Je suis surpris de ne pas voir ça être porté par l'opposition, mais aussi d'autres forces sociales, la société civile, les médias, mais drivé par les partis politiques de l'opposition comme élément central de l'ouverture à une gouvernance plus transparente, plus saine. Pourquoi? C'est que je parle en tant qu'acteur sociopolitique. Il m'est difficile de ne pas vous voir comme un responsable politique. Vous êtes membre vous ne savez pas où je suis en train d'aller. Allez-y. Je dis que je parle en tant qu'acteur sociopolitique. Parce que pour faire un mouvement, pour bouger, je fais partie d'un parti politique. Je ne peux pas, au nom du parti, entamer telle ou telle action. Je ne peux pas. Je suis minoritaire. Mais moi, en tant que... C'est pour ça que j'ai répété, c'est pourquoi j'ai dit que je suis acteur sociopolitique. Moi, je suis en train... Mon livre sort bientôt. Et j'aime déjà commencer à le publier. L'un de vos livres, parce qu'il y en a un que vous avez... Oui, avant. Mais celui-ci, c'est moi, président de la République. Ce que je ferai du Cameroun. Et dans ce livre-là, tout ce que vous êtes en train de relever est dedans. Et j'explique d'abord le problème et je propose les solutions. En tout cas, est-ce que pour Jeff TV, on peut avoir la primeur des points précis qui vous semblent importants que vous abordez dans ce livre en cours de, j'allais dire, d'édition? Oui, de parution. Je vous en prie. Bon, je souhaite qu'on en parle. C'est difficile parce que c'est un livre de 204 pages. Vous savez. C'est un livre qui a 16 parties. Les grands axes, c'est quoi? Et la première partie, c'est l'auteur. On parle de moi, qui je suis. Bon, je vous donc dis que quand, en ce qui concerne, je vous prends un exemple, en ce qui concerne par exemple ma vision politique,
ma vision politique en revenant sur le consulté et tout ça là. Et dans mon livre, c'est écrit, moi, président de la République, tous ces organes-là vont être réunis dans un organe voté par l'Assemblée, et cet organe-là va traiter directement avec le ministère de la Justice. Il n'y a rien qui passera par la présidence.